Grégory, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, qu'il ne m'en voudra pas. À la suite de la construction extraordinairement brillante de ce dossier par le docteur en droit Dominique Kounkou, ce matin, l'Association internationale des docteurs en droit, créée à Moscou, dans un déluge de vodka, a nommé Maître Dominique Kounkou non pas vice-président de l'Association internationale des docteurs en droit, mais co-président de l'Association nationale des docteurs internationale des docteurs en droit. J'aimerais qu'on le félicite. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, off, comme c'est moi le président, les statuts sont changés, on va faire comme c'est moi le président de l'association, mais ça n'aura pas payé, ça, je veux dire entre nous, donc les statuts, ça ne fait aucune difficulté pour que ce soit totalement réel, parce que voilà, c'était juste la petite communication que je voulais faire pour remercier Dominique qui a construit le dossier. Moi j'ai fait que j'étais comme parleur, voilà. Merci. Un petit parleur. Je crois que je peux remercier mon confrère, qui était très brillant. Et je pense que la Cour a eu peur qu'elle entende trop de vérité, ou que trop de vérité ne soit dite. Et elle a trouvé un moyen qui paraît technique, mais en réalité c'est quand même une censure, de lui donner que 15 minutes dans un dossier qui pour moi est un dossier d'État. Parce que l'État ne peut pas impunément, à travers ses hôpitaux, tuer des hommes et des femmes qui font confiance à l'hôpital. Imaginez que si le monde entier, la France entière, apprennent que quand ils vont rentrer à l'hôpital, c'est pour en mourir, et je crois que personne, et plus personne, n'ira se faire traiter à l'hôpital. Donc il a été brillant, et je peux vous assurer, pour avoir suivi trop de problèmes dans ce dossier, que ce qu'il a dit n'est pas courant. Ce que mon confrère a dit ne se dit pas souvent, parce que les avocats ont toujours peur de perdre leur carrière, comme si être avocat était comme devenir un fonctionnaire. Or, c'est un combattant. Je voudrais vraiment que le président des docteurs internationaux, de l'Association internationale des docteurs en droit soit félicité parce qu'il a été courageux. Bravo! Bravo! Merci Philippe, merci Dominique. Nous sortons depuis une petite demi-heure de la Cour d'appel de Paris, dans le dossier Thierry Cabil et autres parties civiles. Nous sommes sortis très rapidement, l'audience a été très courte. Notre avocat, qui a commencé une brillante plaidoirie, a décidé à un moment d'assumer une rupture. Et cette stratégie-là, je crois que Philippe et Dominique vont l'expliquer, nous en avons longuement parlé ensemble au préalable, elle a été mise en œuvre et je dois dire que je suis très joyeux de ce qui s'est passé cet après-midi. Nous avons envoyé un message à la Cour, vous ne nous intéressez même pas, parce que intellectuellement, vous êtes hors jeu, et pas que intellectuellement. Philippe, je te passe le micro, Dominique, et puis je voudrais que Thierry ensuite intervienne pour expliquer ce qui s'est passé cet après-midi à la Cour d'appel de Paris dans le dossier Thierry Cabil. Philippe. Alors peut-être qu'il sera nécessaire ou utile de faire une coupure au montage, au mixage, mais quand on a l'habitude de la bagarre, des fois on prend des coups et on en tire les conséquences. Et il y a quelque temps, je plaidais pour la défense en matière de contestation de crimes contre l'humanité. Alors déjà, la loi ne permet pas d'en parler. Et deuxièmement, je commençais à parler et le président du tribunal de grande instance en personne, ça sur Internet, m'a dit « Maître, vous concluez ». Monsieur le Président, je ne peux pas conclure, je n'ai pas fini d'expliquer. Vous concluez, je vous donne un quart d'heure. Et j'étais obligé aussitôt de dire atteinte à la liberté d'expression, j'enlève ma robe et je remets mon dossier. Je vais au fond de la salle. Et je vois que le président, sans ma robe, interrompt l'audience
et dit suspension d'audience. Il revient un petit moment après et il dit les poursuites contre mon client sont annulées. La bagarre avait payé. Ce qu'il y a, c'est que, c'est un peu hors sujet, je vous explique, j'avais demandé que soit convoqué Benjamin Netanyahou, qui était objet d'un mandat d'arrêt international par l'Espagne, où je suis avocat, et j'ai dit au procureur, il me faut Netanyahou, mais il est en sous mandat d'arrêt, donc il faut reporter le procès. Et d'autre part, le guide suprême à Téhéran a dit que ça n'avait pas plu, donc ça donne déjà l'ambiance. Donc il ne voulait pas qu'on puisse parler, non pas de la loi, on sait qu'on ne peut pas en parler, et donc il a utilisé, lui, président du tribunal de grande instance de Pau, ce moyen pour me couper la parole. Mais dans les moyens que j'exposais, ça rejoint ici la nullité de la procédure, il ne voulait absolument pas que je développe les moyens de procédure. Pourquoi? Par exemple, mais je ne veux pas être hors sujet, voilà, il faut prendre le micro, c'est que quand vous regardez le statut de la magistrature, vous voyez que l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 nous dit que les procureurs travaillent sous le contrôle et la hiérarchie du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas la séparation des pouvoirs. Or, la Constitution, je l'ai expliqué au tribunal, mais on n'a pas voulu aller plus loin. La Constitution, elle est sur les portes de la Cour d'appel de Bordeaux, en transparent. Elle dit une nation où la séparation des pouvoirs n'est pas effective, n'a pas de Constitution. Donc, j'allais dire, il y a nullité des poursuites. Et si vous ne dites pas qu'il y a nullité des poursuites, vous démontrez par votre jugement qu'il n'y a pas de Constitution. Et qu'a fait le président après s'être réuni avec ses deux collègues? Je ne suis pas du tout diffamatoire ni injurieux, je dis la vérité, il y a l'exception de vérité dans ce que je dis. Il a dit tout simplement, mais on annule les poursuites. Je peux être un peu plus long? Oui. Maintenant, raconte-nous ce qui s'est passé cet après-midi. Oui, d'accord. Non, mais pour la suite, à quoi il faut se préparer. Vas-y. Donc, on a gagné le procès. Ils ont remis quand même l'affaire. Mais ils n'ont pas vu que j'avais fait appel de la décision qu'on avait gagnée. Et quand la greffière, je lui ai dit que je voulais faire appel, elle m'a dit, c'est ahurissant, et j'avais un témoin. Il faut demander l'autorisation au président du tribunal pour faire appel de la décision que vous avez gagnée. Je dis non, je fais appel. J'ai fait appel et elle les a bloqués procéduralement. Donc, il y a des moyens juridiques de procédure qui permettent de gagner du temps, etc. etc. Alors, aujourd'hui, c'est pour ça que j'étais un petit peu préparé, et là, je reprends comme si on coupait le reste, que j'assume quand même. Donc là, on a senti très vite, alors après, il y a la vue qui permet de voir qui est là. Il y a les personnes qui regardent, qui ont vu que la salle était pleine. Vous avez remarqué que j'ai cité des éléments qu'ils connaissent, ces magistrats, mais qu'ils ne savent pas forcément qu'on connaisse, même si on les pratique. Il est exact que Benjamin Disraeli, le Premier ministre de la Reine Victoria, disait « Comptez l'argent pour rien, comptez le pouvoir pour rien. Si vous avez la presse, vous avez tout. » Or, et là, je rends hommage à tous ceux qui sont présents ici. Pourquoi? Parce que vous avez l'énergie, le courage, vous avez fait autre chose, vous pouvez prendre un café au lieu d'être ici. Mais votre présence est extrêmement importante parce qu'il faut que cette affaire se sache. Ça fait des années qu'elle dure. Mais pourquoi, au-delà du talent et de la ténacité de nos amis, ça tient, c'est qu'il y a quand même des journaux de Guadeloupe qui en ont parlé, même si ce n'est pas parfait, TF1 en a parlé, et vous savez que l'ombre a horreur de la lumière. Donc là, le fait que la presse ait parlé de ça, et qu'il y ait du monde, et par définition, ils ne savent pas a priori qui il y a dans la salle, hein, c'est comme Internet, quand quelque chose part bouteille à la mer sur Internet, on ne sait pas où ça aboutit après. Donc, il y a autre chose, et j'aimerais, si pendant que je parle, quelqu'un pouvait me passer le livre de Dominique, oui, parce que, voilà, merci beaucoup. Alors, il y a un élément important dans cette affaire, c'est le travail de Maître Kunku, et vous avez remarqué qu'il était, voilà, qu'on peut se procurer, bien sûr, en s'adressant là où il faut. Ce sera sur Internet. Voilà. Donc, ce qui est d'extrêmement important, c'est qu'un livre, ça reste. En latin, on dit verba volant, les paroles s'envolent et les écrits restent. Une petite parenthèse, parce que mon discours n'est pas très ordonné, mais parce qu'il est plus audible, je dirais, quand il n'est pas ordonné, parce qu'il est plus passionnant peut-être. C'est qu'on est ici dans une procédure écrite. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est que on a des documents
qui sont probants, mais surtout ces documents ont été mis en forme et ont permis l'argumentation qu'a faite Maître Concou. Ensuite, sous la direction aussi, je veux dire, du triumvirat, il y a bien sûr tout le travail qui a été fait par Thierry, mais il y a aussi, ça a l'air de rien, mais pensez-y quand même, le travail de Christian, parce que moi je suis avocat à Paris, en Espagne, je n'étais pas là, et il fallait porter le dossier physiquement à la cour d'appel. Donc c'est Christian qui a monté physiquement le dossier, esthétiquement parfaitement, ce qui fait que non seulement il y a les conclusions qui sont les écrits, conclusions auxquelles les magistrats sont obligés de répondre, sinon il y a un défaut de motivation. Alors le défaut de motivation, c'est Jean a un pull rouge, c'est donc lui qui a tué Jean-Paul. Ça, c'est un défaut de motivation, c'est vulgaire. Mais ces gens-là sont formés à l'École nationale de la magistrature, ils sont choisis par leurs supérieurs. Et à la cour d'appel, encore plus. Et dans les dossiers spéciaux, sensibles, ils sont encore plus choisis. Donc là, dans ce dossier, on a bien vu qu'on avait affaire à des personnes qui ne voulaient pas entendre des choses, à mon avis, c'est mon point de vue, j'ai le droit de le dire, mais pour expliquer ce qui s'est fait et les risques qu'il peut y avoir, parce qu'on peut dire, mais attendez, vous êtes ridicule. On peut s'amuser dans ce vieux palais de justice multiséculaire. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Il m'a fallu 10 ans pour apprendre à le dire correctement. Ça veut dire qu'on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Vous arrêtez de parler et vous dites que c'est la faute des juges. Vous êtes débile ou quoi? Vous n'avez qu'à parler et pas partir. Scripta manent, les écrits restent. Et donc là, on est dans une procédure écrite avec une ordonnance de clôture qui dit tel jour c'est fini, vous ne pouvez plus invoquer d'autres arguments ni mettre d'autres documents. Grâce à Christian et bien sûr Dominique et Thierry, ça a été déposé dans les délais. Moyennant quoi, cette procédure, pour qu'elle soit jugée par la cour d'appel, elle a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de mes paroles, parce que tout est écrit. Scripta manent, les écrits restent. Et c'est sur ce qui a été écrit, car je n'ai fait que reprendre les conclusions de Dominique Concou. La cour, son dossier, c'est ça, plus la citation directe à titre de document. Donc, on a ici un document extraordinaire, c'est que les écrits démontrent tout ce qu'on dit. Alors, d'autre part... Donc bravo aussi et merci Cotten. C'est bien ce que j'ai dit. Hein. Je crois qu'on peut l'applaudir largement. Alors, moi, on peut couper le montage, mais moi j'ai pas de souci, parce que quand j'arrive pas trop bien expliquer quelque chose parce que j'ai pas très bien compris, j'explique à Cotten et lui qu'on pense que j'ai pas compris mais que je lui dis. Voilà, c'est quand même pratique. Alors, procéduralement, expliquons quelque chose qui est extrêmement important, c'est que je vois des confrères qui se font poursuivre par les tribunaux parce qu'ils ont déclaré ceci, cela, vous avez déclaré que, etc. Et le bâtonnier fait des procédures contre l'avocat qui a dit des choses contre les juges, contre l'État, contre les autorités, etc. Mais il y a heureusement un concept qui est le concept d'immunité de parole. Alors je crois que c'est pareil à l'Assemblée nationale, l'immunité de parole. Et il y a dans les tribunaux, quand on plaide, même si vous n'êtes pas avocat, si vous plaidez, il y a une immunité de parole. Alors l'immunité de parole a tout de même parfois quelques limites. Vous ne pouvez pas faire une attaque ad hominem précise qui est en dehors du sujet. C'est-à-dire que, admettons, vous avez un magistrat dont, il y a des magistrats qui sont virés, hein, dont il est prouvé qu'il est en contact avec un tel ou tel. Si vous dites la vérité, il y a ce qu'on dit en latin, l'exceptio veritatis, l'exception de vérité. C'est pas diffamatoire, c'est pas outrageant, puisque c'est la vérité. Mais il faut le prouver, il y a des règles. C'est assez précis, le droit de la presse et de la diffamation. Donc là, l'immunité de parole, écoutez bien parce que ça peut vous être extrêmement utile. Elle est quand un plaideur parle à l'audience et pas avant l'audience ou après quand son affaire est appelée. Quand il parle, il y a l'immunité de parole, qu'il soit avocat ou pas avocat. Et il y a, deuxième chose comme un fusil de chasse à 2 coups, il y a l'immunité de parole des comptes rendus d'audience. C'est-à-dire que le journaliste ou la personne qui fait le compte rendu de ce qui s'est dit à l'audience est couvert par l'immunité de parole. Ça n'empêche pas que le pouvoir politique peut quand même poursuivre des gens qui sont innocents. On ne peut pas empêcher les gens d'attaquer, même si on a raison. Mais on a raison. Alors, tout ça pour dire que je vais, à titre de compte rendu d'audience, si vous le permettez, si ce n'est pas trop long, mais c'est extrêmement important, vous lire quelque chose que
je vous recommande, si vous le lisez, si vous le dites, de surtout préciser que, en citant les lignes qui suivent, je ne fais que faire le compte-rendu de l'audience et citer in extenso ce qu'a dit l'avocat dans cette procédure au juge, ni avant l'audience, ni après l'audience, mais à ce moment-là, et pas à l'extérieur du tribunal. Et le fait que j'ai la robe, maintenant, ne me couvre pas. Sauf que je vais vous lire un compte-rendu d'audience. Et j'ai donc lu à l'audience ceci. La passion pour la justice a amené, donc, Maître Kounkou à accepter de défendre la famille Kabyle dans une affaire devant laquelle les autres avocats reculaient. En milieu de procès, l'un d'eux, jusque-là avocat des Kabyles, a abandonné ceci. On les comprend. Ils craignent le danger en France d'avoir pour adversaire l'État dans un procès où celui-ci porte un mort sur son dos. Je continue le compte-rendu d'audience. Un hôpital public, celui de Gonesse, en banlieue de Paris, a assassiné une patiente venue pour une petite douleur à la jambe. C'était en février 2001. Depuis lors, la famille réclame justice, sans succès. Je continue le compte-rendu d'audience. Le tribunal devient complice, couvre les assassins. Dans la haute hiérarchie de l'État, des protecteurs leur assurent l'impunité. Malgré les nombreuses preuves et de nouveaux éléments que Maître Kounkou fournit, les juges prennent invariablement la même décision, comme s'ils réclamaient un texte consigné, s'ils récitaient un texte consigné à l'avance. Je continue le compte-rendu d'audience couvert par l'immunité de parole. C'est parce que Maître Kounkou place la vérité au cœur de sa pratique professionnelle qu'il a tout de suite senti l'énormité de l'enjeu de l'affaire Kabyle. Le complexe médico-judiciaire voulait que le public voie cette affaire uniquement comme un combat de rue, mené par une famille qui le méprise, dénigre, accuse de folie et d'abus de procédure. Je continue la lecture du compte-rendu d'audience couvert par l'immunité de parole. Maître Kounkou a transformé le combat de rue en ce qu'il est, dès le début, une affaire d'État. Une immense injustice qui illustre les terrifiants dysfonctionnements, pire, les cruels délits du tribunal français. SIC, je continue la lecture des comptes rendus d'audience avec immunité de parole. L'affaire Kabyle est une magistrale analyse. Le livre d'un brillant avocat, rédigé sans jargon et qui est accessible à tous. Une œuvre qu'on lit et relit avec ce chef-d'œuvre écrit en toute objectivité qui expose un par un tous les éléments du dossier, mais laisse au lecteur, que l'auteur respecte, le choix de se faire eux-mêmes leur opinion. Maître Kounkou crée un mouvement de société, le ralliement des hommes et des femmes de bonne volonté, en France et ailleurs, pour la cause de la justice. Une justice qui évitera que se répète le drame qu'a vécu
Eliane Kabyl, l'assassinat pour fin de trafic d'organes. Fin du compte-rendu d'audience qui est couvert par l'immunité de parole. Merci, Maître Fortabat-Labattu. Je voudrais passer le micro à Thierry pour qu'il nous donne son sentiment à l'issue de cette audience, compte tenu de comment elle s'est passée, du départ théâtral de Maître Fortabat-Labattu de la salle d'audience, puisque le président ne lui donnait plus que quelques minutes, 15 minutes pour terminer une plaidoirie qui méritait très largement d'être beaucoup plus longue. Nous sommes tous sortis, nous sommes plus de 35 présents à être sortis de la salle quasi immédiatement. Je voudrais que tu nous donnes ton sentiment à l'issue de cette audience et puis que tu expliques que ce que nous avons appelé avec Philippe dans la note de synthèse qui a été remise au tribunal, la cerise sur le gâteau. Je voudrais que tu parles de l'événement de samedi soir et de l'agression verbale et symbolique que tu as subi de la part d'un sénateur, ancien ministre de la Défense. Voilà, je te passe le micro. Merci. Alors déjà, je tiens à remercier en tout cas chacun de vous, parce que comme l'a dit donc Maître Philippe, vous êtes vraiment la voix du peuple, vous êtes vraiment ceux qui vont pouvoir en tout cas relayer ce que nous avons vécu dans ce tribunal, un moment relativement grave puisqu'ils ont cherché donc à censurer la défense en limitant son discours. Il se trouve que hier, nous avons travaillé jusqu'à 5 heures, presque 4 heures du matin, sur toutes les possibilités qu'aurait le tribunal, parce que nous sommes, comme ça fait quand même 18 ans que nous nous battons dans ce dossier, donc on est quand même, on va dire, préparé à tous les coups fourrés possibles. Et il se trouve, comme de bons élèves, nous avons donc eu le bon sujet en main. On aurait pu avoir le mauvais. Et non seulement on a eu le bon sujet, parce qu'on avait donc prévu qu'ils allaient donc couper la parole à Maître Philippe, et nous avons donc également mis en place une stratégie de défense. C'est celle donc, vous avez donc tous pu être témoins, qui a été donc de quitter la salle. Et comme il l'a dit, il va falloir donc qu'il juge sur les écritures. Et je rappelle que ça fait plus de 2 ans et demi, jusqu'à l'heure, il n'y a jamais eu d'écriture en face. C'est-à-dire qu'ils sont normalement tenus à se baser uniquement sur nos écritures. Concernant donc l'événement d'il y a 2 jours, donc je me suis donc rendu dans un colloque de médecins et nous étions donc avec un ami journaliste, avec un ami qui également gère plusieurs associations, et l'objet, donc c'était donc de forcer, de convaincre les médecins à donner le dossier médical de chaque patient et de le mettre en ligne. Je peux comprendre l'agressivité, en tout cas, de ce sénateur, dont le nom est Alain Richard. C'est vrai que bon, je ne le connaissais pas, ce monsieur. Je l'ai appris récemment, d'une façon relativement violente d'ailleurs. Richard, encore un. Et donc, ce monsieur donc, qui est venu donc, en venant vers moi, en me disant « Est-ce que vous me connaissez ?» Je lui ai dit non. Et comme il s'approchait de moi avec son doigt près de mon visage, je lui ai dit « Vous voulez m'agresser ?» Et j'ai reculé. Et il m'a dit « Est-ce que vous savez qui vous êtes ?» La question est étonnante. Donc je lui ai dit « C'est vous qui allez me répondre. » Et il m'a dit « Vous êtes rien. Moi, je suis sénateur et j'ai votre nom et vous allez vous souvenir de moi. Croyez-moi, vous allez entendre parler de moi. » Il est normal qu'avec de telles menaces, que je me renseigne sur le personnage et je découvre que ce monsieur donc, est sénateur du Val d'Oise, comme par hasard l'endroit où ma maman a été assassinée, où son corps a disparu. Il se trouve qu'il est également donc, ministre, il a été ministre de la Défense, il est membre de ce qu'on appelle IRIS, c'est toute la partie stratégique militaire, Président du conseil et président du conseil d'administration et de l'IRIS, et il est également, il a été juge également, il a été donc maire également de Saint-Ouen-l'Aumône, et donc c'est quand même pas une petite pointure. Donc on peut, en tout cas moi j'ai été relativement surpris de l'agressivité qu'il a
dégagé envers moi. Et donc je me suis questionné. Je me dis qu'est-ce que j'ai vu ou qu'est-ce que j'ai vu que je n'aurais pas dû voir ou entendu que je n'aurais pas dû entendre. Et il se trouve que je pense que c'est le fait qu'on voulait forcer ces médecins à donner les dossiers de chaque patient. Et je peux vous assurer que l'heure est grave, plus grave qu'on l'imagine. Parce que n'oubliez pas que dans le dossier Kabyle, sans la participation du docteur Torchman, ma maman serait encore là. Son implication était telle que jusqu'au bout, il a résisté parce que jamais il a appelé ma maman pour qu'elle aille à l'hôpital. Il a fait en sorte que ce soit sa sœur qui le fasse, mais lui, il ne l'a pas envoyé dans cette boucherie. Il a les moyens de dire qui est compatible ou pas dans justement le prélèvement d'organes. Mais si aujourd'hui, on se sert de chaque médecin comme des collaborateurs, parce que je dis ils vont vraiment jouer le rôle de collaborateurs à leur insu, on va pouvoir savoir qui est compatible sur toute la France et peut-être dans le monde, mais déjà c'est la France qui nous concerne. Et donc, nous allons donc tous être potentiellement en danger. Parce que si nos organes sont compatibles et qu'ils ont besoin dans l'instant de nos organes, croyez-moi, nous n'allons pas vivre longtemps. En tout cas, la personne dont les organes sont compatibles. Et je pense que finalement, j'étais un danger parce que dans ce genre de situation, j'ai quand même 18 ans de pratique derrière, donc rapidement, je peux donc déceler vraiment le danger, en tout cas que nous encourons. Et ce danger, c'est celui-là. Voilà, merci. Merci Thierry. Merci. Dominique, je vais passer rapidement la parole, mais je voudrais passer simplement quelques informations qui me paraissent importantes. Et ça prolonge le propos de Thierry à l'instant. Pourquoi Alain Richard s'est-il adressé à toi? Nous avons déposé, il y a quelques semaines maintenant, une citation directe au pénal contre le député maire de Gonesse. Cette citation directe arrive en première audience le 11 octobre prochain, donc je vous invite à la 13h30 à la 13e chambre du TGI. Ça sera au nouveau tribunal de Paris, Porte Clichy, ce n'est pas ici. La première instance, maintenant, le TGI est à la Porte Clichy dans les nouveaux bâtiments. Je vous invite parce que ce jour-là, ça sera une très belle pièce de théâtre. Nous poursuivons l'agent judiciaire de l'État toujours, mais le maire de Gonesse, l'agent judiciaire, je vais y revenir après. Nous poursuivons donc le maire de Gonesse pour crime de faux en écriture publique, sachant que le crime de faux en écriture publique dont il s'agit, le signataire des faux actes de décès, il y en a 3 au total dans le film, le signataire s'appelle Patrice Richard. Est-il de la famille d'Alain Richard ou pas? Nous ne le savons pas pour le moment, mais nous sommes en train de le vérifier. Je veux développer un tout petit peu cette histoire-là. Nous sommes arrivés, avec le travail de Thierry et d'autres amis, et aussi bien sûr de Dominique, nous sommes arrivés à décoder ce qui avait bien pu se passer en 2001 à la mairie de Gonesse. Nous avons été très stupides parce que nous avions les informations depuis longtemps, mais nous n'avions pas su les lire, nous n'avions pas su les voir. Qu'est-ce que nous avons découvert? Une chose très simple, c'est qu'un logiciel d'état civil, validé par le Trésor public, validé par l'INSEE, logiciel d'État, qui est censé être hautement sécurisé, eh bien ce logiciel, il est parfaitement craquable. Ce qu'a fait la mairie de Gonesse en 2001 avec les faux actes d'état civil ne peut avoir été fait qu'avec un craquage du logiciel informatique. C'est un logiciel qui s'appelle Mélodie, il est fabriqué par la société Arpège, on trouvera toutes les références sur Internet. Ce logiciel, au dire de l'INSEE, réalise tous les ans la moitié des actes d'état civil français. L'autre moitié est gérée par d'autres plus petits logiciels moins coûteux pour les plus petites communes. Et qu'est-ce que nous avons découvert? La semaine dernière, il y a 15 jours maintenant, un de mes proches amis, qui est lui-même partie civile dans la citation contre le maire de Blazy, le maire de Gonesse, Blazy, cet ami va dans une mairie d'une petite ville de province française, très exactement dans les Alpes-Maritimes, pour demander un passeport.
On lui dit, oui, monsieur, pas de problème, un passeport en urgence, c'est difficile, surtout en ce moment, parce que, voyez-vous, nous sommes obligés de faire contrôler les passeports avant qu'ils soient remis aux citoyens qui les ont demandés par un service de l'armée à Toulon. Ah oui, un service de l'armée? Au même moment, un autre officier d'état civil qui était présent dans le même bureau reçoit un appel téléphonique d'un citoyen et elle explique à nouveau à cette personne à l'autre bout du téléphone, oui, la délivrance des passeports en ce moment, c'est un peu long parce que ça passe par Toulon. Alors, mon ami qui n'est pas né de la dernière pluie, que se passe-t-il, madame? Je ne comprends pas, l'armée contrôle... Oui, vous comprenez, le logiciel de gestion des actes d'état civil est craqué. À Nice, c'est une catastrophe, dit cet officier d'état civil. On peut la retrouver, n'importe qui peut aller l'interviewer. Le nom de la ville, nous l'avons. C'est une autre petite ville près de Nice. À Nice, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en France, un certain nombre d'officiers d'état civil, fonctionnaires territoriaux, comme on les appelle, des collectivités locales, des mairies, en d'autres termes, sont capables de passer les barrières de sécurité d'un logiciel. Un de mes amis ingénieur informatique me dit « Oui, c'est de la rigolade, tu sais, bricoler dans un algorithme, n'importe quel ingénieur informatique sait faire, on sait tous faire ça, c'est facile, parce que les créateurs de logiciels laissent toutes les portes nécessaires pour éventuellement... » Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un certain nombre de fonctionnaires français, aujourd'hui, sortent de temps en temps de faux actes de décès. Nous avons un autre dossier à Bordeaux, où de faux actes de décès, associés aussi à des actes de naissance, ont permis des détournements d'héritage. À Nice, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sort de faux actes de naissance qui, eux, permettent d'avoir de vrais passeports. Waouh! 1500 €, 1700, peut-être beaucoup plus dans un certain nombre de cas. Ça fait beaucoup d'argent. À qui est-ce qu'on donne ces faux, vrais, faux passeports? Petit point de suspension. Je n'en dis pas plus, mais c'est le fond de la citation directe contre le député maire Jean-Pierre Blazy à Gonesse. Nous démontrons qu'il est juridiquement responsable. Alors, peut-être que ce n'est pas lui qui a fait le craquage, j'en sais rien, mais je m'en fiche. Il est juridiquement responsable en tant que maire de ce qui se passe dans la gestion de l'état civil. Pire, il faut savoir qu'un état civil, c'est contrôlé par le procureur de la République. Que fait le procureur de la République à Gonesse en matière de contrôle de l'état civil? Ça fait 15 ans que nous avons mis en évidence cette affaire de faux actes de décès. Nous venons de comprendre, au bout de 15 ans, comment ils avaient fait. Rendez-vous le 11 octobre. Le 11 octobre. Le 11 octobre. Le 11 octobre. Le délibéré d'aujourd'hui, c'est le 2 octobre. Fête des anges gardiens. Fête des anges gardiens qui sont avec nous, c'est évident. Et une autre date, j'ai un peu bafouillé tout à l'heure, une autre date importante, c'est le 12 septembre. Ça sera là aussi une très très belle pièce de théâtre, puisque nous allons être 5 parties civiles à pouvoir parler. Thierry, Dominique qui est partie civile, non pas là comme avocat, mais partie civile parce que victime d'un certain nombre de choses en tant qu'avocat. Il y aura Christian Bazano, ça c'est le dossier qui s'appelle sur Internet Kuwait Gate, allez jeter un œil, c'est un dossier d'usurpation d'identité avec 800 milliards de dollars qui ont circulé sur des vrais faux comptes bancaires au moment après la guerre, la première guerre en Irak, sur des affaires de pétrole et de finances internationales. Le dossier de Christian Bazano est un magnifique dossier, c'est un très très beau polar, comme celui de Thierry Cabil. Et puis, il y a le troisième dossier que je porte, qui a complètement à voir avec les meurtres de l'Ordre du Temple solaire en Suisse et en France, dans le Vercors, en 1994. Tous ces dossiers-là, nous les portons au pénal contre l'agent judiciaire de l'État, pour, en substance, corruption et foutage de gueule généralisé. Nous sommes dans une culture de loi de l'omerta qui repose sur le mensonge permanent. Je ne rencontre aucun magistrat, sauf en off, lorsqu'ils sont proches de nous,
et m'engueule parce que je ne suis pas assez dur avec le reste de la magistrature. Je ne rencontre aucun magistrat, aucun fonctionnaire français qui fonctionne autrement que par le mensonge. Ouais. Ce que nous avons fait aujourd'hui et ce qu'a fait Philippe, et je l'en remercie et le félicite chaleureusement, il a été inspiré d'un bout à l'autre de sa plaidoirie. Nous avons créé un schéma de rupture parce qu'il s'agissait de créer un choc psychologique, un choc énergétique. Vous ne nous intéressez pas, vous mentez. Et aujourd'hui, publiquement, vous savez que nous savons, que vous savez, que nous savons que vous mentez. Nous sommes dans le haut lieu de la pratique de la loi de l'omerta, de la loi du silence. Et la loi du silence, c'est la loi de la mafia. Et ça, je le redis. Merci Philippe, encore une fois. Merci. Bravo, bravo Christian. J'ai l'immunité de parole parce que je suis dans un tribunal, parce que je suis couvert par mes avocats, mon avocat Philippe, notre avocat Philippe, Fortabal abattu. J'ai l'immunité de parole puisque tout ce que je viens de dire, ça a été écrit et c'est dans le dossier écrit qui a été remis à la Cour. Dominique, ton sentiment, toi, aujourd'hui. Et puis après, on va passer la parole à quelques auteurs. Je veux dire que je suis très solidaire de mon confrère Philippe, parce que vous n'avez peut-être pas fait attention à un point particulier, qu'on lui a demandé pratiquement de se taire au moment où il commençait à parler des pièces d'état civil. Au moment où il commençait à argumenter sur le fait que ce qui a été reproché dans l'affaire Kabyle était en réalité une erreur qui a été commise par la présidente du tribunal. Parce qu'il a dit que le tribunal avait même le droit de faire une injonction pour qu'on lui communique la pièce qui justifie que la CEDH avait été saisie. Or, sous mon autorité, la CEDH avait bien et bien été saisie. Or, c'est le seul argument par lequel il développait, leur prescription imaginaire. Et je crois que c'est important parce que, en fait, ce qui allait être dit plus tard par Philippe allait toucher l'ordre public, c'est-à-dire au-delà du tribunal. Donc, vous voyez, ce n'est pas... Parce qu'avant, on lui a laissé parler. Mais dès l'instant qu'il commençait à entrer dans les pièces, parce qu'après, on allait toucher qui en France a 2 actes de naissance officiels, qui en France aura 2 actes de décès. Or, Madame Kabyle a s'il y a un laurier qu'il fallait avoir, elle l'a. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on entrait dans ce qui ne peut pas être combattu, puisque les pièces existaient. Puisque ces pratiques, comme a dit tout à l'heure Christian, sont normalement sous le contrôle du procureur de la République. Ça signifie que si le procureur de la République ne sanctionne pas le fait d'avoir 2 actes de décès, le fait d'avoir 2 corps qui sont exhumés, et ainsi de suite, ça signifie qu'on n'est plus dans la République, qu'on n'est plus dans ce qui fait notre solidarité. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent en sécurité en France? C'est le fait de savoir qu'il ne m'arrivera pas quelque chose que la loi ne permet pas. Or là, justement, tout ce qui est arrivé est ce que la loi théoriquement ne permet pas, ce que la loi interdit. Donc, vous voyez, c'est que dans les stratégies, il y a à connaître les temps de stratégie. Et je félicite beaucoup Philippe parce que c'est exactement à ce moment-là qu'il fallait refuser. Parce que ça l'obligeait à ne même plus montrer les pieds. C'est quoi 15 minutes dans une affaire pareille? C'est rien. Alors, or, le temps de fouiller le document, de montrer, voilà telle pièce qui est en double, voilà telle pièce. Et ce n'est pas nous qui les avons créées. Et d'ailleurs, je félicite M. Kabyle, puisque quand j'avais la charge du dossier, je disais à M. Kabyle, allez vérifier à la mairie, allez vérifier s'il n'y a pas un juriste du droit funéraire. Et celui qu'on a trouvé, c'est celui qui défend l'État quand il y a des actes terroristes qui sont commis en France. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas reconnu ces conclusions dans l'affaire Kabyle? Donc voilà, je voulais préciser que c'est une stratégie qui a été adoptée. Et en fait, il n'y avait que celle-là qui pouvait être adoptée. Parce qu'autrement, on l'obligeait à escamoter la vérité. Or, c'est la vérité qui doit fonder le droit. Les faits qui sont là, il n'y a rien d'imaginaire.
l'État vient avec une prescription imaginaire. Mais nous, on ne vient pas avec une prescription imaginaire, on vient avec des actes d'état civil. Si vous voyez le titre, le livre, la couverture du livre, qu'est-ce que vous voyez? C'est un registre de décès de Gonesse qui a été barré à la main. Donc, il y a là, c'est-à-dire que même et bien voilà, justement, il est là, vous voyez, annulé. Donc, c'est-à-dire que ce livre, on peut l'attaquer, mais il faut d'abord attaquer et justifier la première page. Exception veritatis. Donc, nous sommes exactement à l'exception veritatis. On a la vérité comme élément qui oblige à parler. Donc, vous voyez, c'est important. Il faut dire que beaucoup sont venus me poser des questions, et avec raison, mais je dirais que Philippe, tu n'avais pas d'autres options que d'arrêter. Parce qu'on t'obligeait autrement à escamoter, à dire « Pardonnez-moi, monsieur le juge, pardonnez-moi, monsieur le président ». Non, il n'y a plus de pardon à demander, il y a à dire les faits. Voilà, je te félicite, cher professeur. Bravo. Bravo. Alors, je voudrais que nous ayons un peu pitié de nos amis caméramans pour avoir beaucoup de travail de montage, mais il y avait quelques personnes que je souhaitais aussi, à qui je souhaitais proposer le micro, Gilles Valente par exemple, Jacques Gallet. J'aimerais également puis, Maître Mikano. Maître Mikano, vraiment, alors, parce que j'aimerais vraiment... Les femmes en premier ou Maître Mikano? Maître Mikano est là. Maître Mikano. Voilà. Ok, allez. Maître Mikano est là et c'est... Allez, allez-y. Votre sentiment à l'issue de cette audience? Et puis, pas seulement le sentiment de l'audience, parce que moi, Maître Mikano, vraiment, c'est un avocat, pour moi, c'est un avocat vraiment de prestige. C'est un avocat qui gagne 99,9% de ses procès. On l'appelle l'avocat des sans-papiers, ce qui a fait qu'il est donc aujourd'hui sensible à cette cause, c'est la maltraitance qu'il a vue au niveau des sans-papiers. Il a vu des personnes avec un nom qu'on appelle X, et tous portent le nom X. C'est un petit peu comme si vous avez donc une marchandise, quand vous rentrez dans une marchandise dans une entreprise, quand elle est enregistrée, on ne peut ni la voler, ni la brûler, il y a une assurance derrière. Mais quand elle n'est pas enregistrée, tout est possible. Si elle est volée, aucune assurance ne sera derrière. Et ces personnes, c'est pas pour rien qu'il y a eu 10 000 enfants qui ont disparu, 10 000 enfants syriens qui ont disparu, et personne les réclame aujourd'hui. Donc c'était donc une marchandise auquel on pouvait se servir. Ils vont servir à du satanisme, à de la pédocriminalité, ils vont servir à des tas de choses, des expériences. Et donc, Maître Mikano perturbe le fonds de commerce de la France. Et c'est la raison pour laquelle on a tenté 2 fois de l'assassiner, qu'on a vidé ses comptes bancaires, et aujourd'hui, mis en prison, on veut le remettre en prison et on lui demande une somme exorbitante. Donc, il est un exemple très fort, vraiment au niveau du droit, de la défense pour chaque personne, chaque humain, et on ne peut pas sanctionner une personne qui défend ce qui est juste. Merci de me passer la parole. Je crois que tu as tout dit. Hein. C'est qu'on assiste dans ce pays à de fer contre le pot de terre contre le pot de fer, parce que finalement on a contre nous dans ce combat pour les libertés, on a contre nous dans ce combat pour les libertés, on a des institutions bien organisées, on a le parquet, hein, et c'était un magistrat du siège également, qui sont là pour servir la cause du parquet. Alors, quand on a contre soi le parquet, les juridictions du siège, on a contre soi la police, effectivement, c'est vrai effectivement que le combat est difficile, mais il faut le mener ce combat. Voilà, il faut le mener ce combat parce que finalement, s'il est une chose qui ne se monnaie pas de la liberté, c'est le droit. Et j'estime que ce que Thierry a dit tout à l'heure, à savoir le combat pour les libertés, pour ces personnes qui arrivent, quelquefois parce qu'elles n'ont pas de choix, parce qu'effectivement on leur a tout pris chez eux, ils viennent effectivement essayer de réclamer 1/1000e de ce qu'on leur a pris, hein, il faut se le dire. Parce qu'ils n'ont plus de travail, parce qu'on a une jeunesse qui est désœuvrée, on a des gens qui ont fait des études mais qui ne trouvent pas de travail, on a effectivement... pourtant, quelquefois, des mannes pétrolières dans ce pays qui sont exploitées par je ne sais qui. C'est normal, effectivement, que ces personnes n'aient pas d'autre issue que d'aller chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas chez eux. Voilà. Donc, on a effectivement ces pratiques qui sont liberticides. Et je crois que l'avocat, son premier rôle, c'est de défendre celui qui est atteint dans sa liberté. C'est ce que je m'efforce de faire et ça me vaut quelques ennuis. C'est vrai, Thierry vous en a parlé tout à l'heure.
On ne peut pas les dénombrer parce qu'en 10 ans, moi je suis avocat depuis 23 ans, mais depuis ces 10 dernières années que je subis les frasques du parquet. Effectivement, j'ai été placé 2 fois en garde à vue, des gardes à vue qui ont duré 96 heures à chaque fois, ou en matière criminelle. Parce qu'on me reprochait la criminalité organisée, c'est-à-dire que j'étais forcément complice des réseaux d'immigration parce que je défends les immigrés qui passent par ces réseaux. Vous voyez le syllogisme qui a été fait tout à l'heure, le chien à 2 yeux, n'est-ce pas? Vous-même, vous en avez 2, vous êtes un chien. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein? Vous défendez quelqu'un qui vient d'un réseau d'immigration, mais qui a droit à la liberté, qui a droit à la sûreté, qui effectivement un certain nombre de paravents prévus par la loi. Que la loi prévoit que même lorsqu'on arrive sans papier, on a droit effectivement à des garanties fondamentales pour un procès équitable. Mais pour peu que vous défendez ces gens-là, effectivement, vous vous retrouvez en première ligne. Donc vous êtes l'avocat à battre et on fait tout pour vous abattre. Donc ça n'a pas effectivement des pressions. On est suivi un peu partout par des policiers en civil. On saisit vos comptes bancaires. On vous fait des redressements d'impôts, 2 contrôles fiscaux en 8 années. Voilà, où on vous redresse des centaines de milliers d'euros, 440 000 euros de redressement fiscal. On vous saisit vos avoirs, 500 000 euros saisis dans les comptes bancaires et puis dans mes coffres forts. On vous met des amendes que même M. Bernard Tapie n'a pas eu à quitter. On a mis 250 000 euros, 300 000 euros d'amende, ensuite réduit à 150 000 euros d'amende. Et puis derrière, un emprisonnement que j'ai subi également. J'ai été à la maison d'arrêt de la santé. Voilà. J'avais été mis là-bas pour 4 mois. Mes avocats sont battus jusqu'à ce que j'ai suis resté 5 semaines. Ensuite, j'ai eu une interdiction géographique. Je ne pouvais plus parler dans le 93 et 94 parce que dans le 94, on a l'aéroport d'Orly, par où passent les immigrés. En 93, on a l'aéroport de Roissy, par où passent également les immigrés. Donc j'étais censuré. J'avais un cabinet dans le 93, mais je ne pouvais pas y mettre les pieds. Donc j'étais interdit géographique. Donc à la Cour de cassation, heureusement, on s'est assuré les 2 interdictions géographiques et l'interdiction effectivement d'exercer qui m'avait été également appliqué. Voilà. Donc c'est un combat de longue haleine. Nous sommes actuellement à la Cour européenne des droits de l'homme avec mes avocats. Mais j'avoue effectivement que lorsque j'ai eu vent de l'affaire de Thierry Kabyle, c'est un combat qui m'intéressait parce que ça participe au même combat pour la liberté, savoir ce qui passe derrière le mur. En gros, c'est ça. Il y a un mur invisible. On n'aimerait pas que effectivement nous sachions ce qui se passe derrière le mur. Une fois qu'on essaie de le franchir, effectivement, tout est mis en œuvre pour vous éviter de le franchir. Voilà, donc c'est un combat que je salue et puis tout ce qui s'est passé tout à l'heure, nous le vivons au quotidien. Hein. C'est-à-dire ces temps de parole qui sont limités. À chaque fois, effectivement, quand on dit des choses qui dérangent, forcément le magistrat va vous dire « Maître, vous n'avez plus la parole, je la reprends ». J'ai bien aimé l'expression du magistrat pour ne pas dire le contraire. Vous êtes maître de votre dossier, mais la Cour est maître du temps. Voilà, ça vous a pas échappé. Hein. La Cour est maître du temps, comme si quelqu'un pouvait effectivement maîtriser le temps. Quelqu'un disait que l'espace est l'étendue de notre puissance. C'est vrai, on peut conquérir l'espace. D'ailleurs, on l'a déjà fait, on était à la Lune, on était en Mars. Mais le temps est la forme de notre impuissance. Mais aujourd'hui, j'ai été heureux d'apprendre que la Cour est maître du temps. Voilà, donc c'est ça. Alors, donc, j'espère que c'était, au-delà du coup de théâtre, hein, c'était effectivement la démarche idoine, l'attitude à avoir, mon confrère, effectivement, de dire, vous me confisquez la parole, alors que la parole est libre, alors que l'avocat qui plaide n'a pas de compte à rendre, comme il vous l'a rappelé tout à l'heure. Effectivement, on a une unité de parole. J'ai droit quand même m'expliquer effectivement sur ce qui votre combat qui dure depuis 18 années. 18 années bien. Mais effectivement, j'ai compris que un combat de 17 ans, pour 15 minutes de parole, ça fait donc on a moins de minutes de temps de parole par année écoulé dans ce combat. En gros, c'est un peu ça, quoi. Ça veut dire que c'est une défense qui est muselée, c'est une défense effectivement qui ne peut pas s'exercer librement, alors que nous sommes là pour comprendre et que la Cour, effectivement, nous ne sommes pas au premier degré de juridiction, on est au second degré de juridiction. La Cour est là, effectivement, pour savoir si le tribunal a eu raison ou pas. Et pour ça, la Cour doit être éclairée au-delà de l'écrit. Il faut effectivement que ceux qui ont couché par écrit, effectivement, les arguments de la défense puissent expliquer un temps soit peu sur effectivement les conclusions qu'ils entendent en tirer. Donc voilà, donc tout ça est symptomatique des entraves que nous rencontrons tous les jours dans ce pays. Lorsqu'à chaque fois, effectivement, comme mon confrère l'a dit, on essaie de cacher la lumière, effectivement, l'ombre essaie de prendre dessus la lumière. Mais il me semble que c'est la lumière qui prend dessus sur l'ombre. C'est un combat qui vaut la peine, ce combat pour la liberté. Je vais effectivement le mener aux côtés de Thierry Kabyle et de ceux effectivement qui l'entourent, mes confrères effectivement qui jusqu'alors l'ont entouré de la meilleure des façons. On y laisse des plumes, c'est vrai, mais c'est un combat qui vaut la peine pour ceux effectivement qui demain seront à notre place. Voilà. Mais comme nous sommes des défenseurs de la liberté, tu as tout notre soutien, y compris le mien et tous ceux qui sont ici présents. Absolument. Merci.
vous avez envie d'entendre Joby Valente qui... Et puis Jade, et Jade Galel, les Antilles sont bien représentées et j'avais envie de vous entendre. Joby. Regardez-moi. Vous êtes venus l'une et l'autre soutenir Thierry et peut-être vous pouvez nous exposer pourquoi, vos motivations. Bon, moi personnellement, je représente la Guadeloupe. La Guadeloupe parce que c'est vrai, tu l'as dit Thierry, ça a fait la une des journaux chez nous pendant quelques temps. Par contre, j'ai été interpellée parce que quand même ça communiquait beaucoup sur les réseaux sociaux de l'affaire Eliane Kabyl, mais je trouvais étonnant qu'en Guadeloupe, personne ne reprenne dans les médias la suite, le suivi de ce dossier. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Donc j'ai commencé à me rapprocher un petit peu, et puis pour arriver jusque-là, pour être les yeux et les oreilles de la Guadeloupe. Et après, j'ai communiqué cela auprès de Joby, pour qu'elle puisse entendre. Elle connaissait un peu l'affaire. Mais personnellement, moi, ça me choque beaucoup, déjà ce que j'ai vu aujourd'hui. Je craignais et c'est arrivé. Et surtout, j'aimerais surtout mettre l'accent sur ce qui se passe chez nous en Guadeloupe actuellement par rapport déjà à cela. C'est mon rôle en tant que lanceur d'alerte, c'est que nous n'avons plus d'hôpital et actuellement il y a des morts tous les jours. Donc on profite de cette situation catastrophique en Guadeloupe où il y a des morts tous les jours par des façons inexpliquées parce que justement cette affaire Eliane Kabyl, je pense qu'elle est la dynamite de la suite de tout ce qui peut se passer sur nous, l'outre-mer, parce que sachez que nous, l'outre-mer, on est un laboratoire de tout. Ça, c'est mon message. Des bébés meurent à la naissance, des mamans ne trouvent pas d'avocat sur la Guadeloupe pour défendre ce qui se passe. On ne comprend pas ces bébés qui meurent à la naissance. Et cela, ça devient muselé aussi, car les avocats ne peuvent pas porter un dossier. Il se passe quelque chose. Moi aussi, je vais dire comme Christian Cotten, j'y mets pas un point d'exclamation, mais un point d'interrogation. Que se passe-t-il, quoi? Voilà, sur nous, peut-être, je vais accentuer même un petit peu mes mots, sur notre couleur de peau, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà, je m'adresse à la Guadeloupe et puis peut-être la Martinique. Joby. Bravo. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis de la vieille école. Donc j'ai assisté à de nombreux procès, de par mon côté militant depuis longtemps. Mais je n'avais jamais entendu « vous n'avez qu'un quart d'heure pour parler à un avocat ». Jamais. Je me suis retrouvée comme à l'Assemblée nationale. Donc je me suis dit peut-être qu'il n'y a plus de différence maintenant entre l'Assemblée nationale et la justice. Et c'est ça qui m'a interpellée. Alors j'ai entendu Maître Mikano dire tout à l'heure qu'il est habitué des faits, mais ça ne doit pas faire longtemps. Parce que quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à Maître Manville, si vous l'avez connu. Tout de suite, j'ai eu une espèce de flash. J'ai dit, hey, si Marcel était là, je crois que ça aurait été une espèce d'orage, de tonnerre, je ne sais pas comment ça allait se passer. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible que ça puisse exister. Et alors j'apprends que c'est nouveau. Donc, nous sommes en train de reculer. Nous sommes en train de perdre quel que soit l'acquis concernant la liberté tout court, la liberté d'expression, la liberté d'agir, et finalement d'autres prennent toutes sortes de libertés à partir du moment où nous sommes piétinés. Et ça, c'est valable pour la Guadeloupe, pour la Martinique et même pour la France. Mais c'est pire chez nous. C'est pire. Donc, ce que je voudrais dire surtout, c'est que c'est extraordinaire que nous soyons encore là. C'est vrai qu'il y a quelques années, on aurait pu être même 200. Mais ça fait partie du déroulement des choses. La façon dont on nous a muselés progressivement, dont on nous a habitués aux aberrations. Et nous voilà un peu amorphes. Mais il est temps de se réveiller parce que là, il y a un proverbe chrétien qui dit « Là où le péché abonde, la grâce surabonde ». Donc je crois que nous sommes
assez nombreux. Et il y a aussi un petit proverbe qui dit qu'un coup pour 1000, 2 pour 10 000. Et nous sommes plus que 2. Donc nous sommes assez nombreux pour être vraiment déterminés pour dire que la vraie justice doit vaincre. Et la vraie justice, elle est en nous. Donc, nous devons prendre la position des plus que vainqueurs. Et nous allons gagner. Peuple souverain. Frère Grégoire, quelques mots. Alors, aujourd'hui, j'ai vu la grâce de Dieu éclairer Maître Philippe. Et c'est par sa puissance que tout ceci est rendu possible. Nos adversaires, eux, ont manifestement tous les culots. Mais à vrai dire, pour le chrétien et pour le défenseur du régime légitime qu'est la monarchie, que ce régime politique a abattu et sur lequel cette fausse justice s'exerce, ce n'est pas étonnant que l'injustice aujourd'hui cherche par tous les moyens à s'imposer. Parce que c'est contre le Christ, depuis 1789, qu'elle a commencé son travail. Et ce n'est pas du tout étonnant. Il ne faut pas imaginer que ces gens se sont tout d'un coup réveillés des tyrans. Ils sont tyranniques depuis très longtemps. Il ne faut pas s'étonner qu'ils cherchent à nous bâillonner, il ne faut pas s'étonner qu'ils cherchent à nous tuer ou à persécuter les avocats. Tout ceci fait bien partie de leur façon de faire depuis fort longtemps. Donc, ce que je peux dire en revanche, c'est que la défense de la justice et la défense de la vérité est agréée toujours par le Seigneur, et que ceux qui invoquent son nom seront toujours protégés dans le combat. Donc je ne puis que vous inviter tous à vous tourner vers lui pour que ce combat ne soit pas seulement le combat d'hommes contre d'autres hommes, parce qu'il ne faut pas croire que seuls les hommes sont impliqués. Les puissances célestes et les puissances infernales sont impliquées. Et c'est pour ces puissances infernales qu'ils font cela. C'est parce qu'ils sont au service des puissances infernales qu'ils font des sacrifices humains. C'est pour cette raison qu'ils mettent les cadavres d'enfants dans les tombeaux. C'est pour ça qu'ils voulaient faire taire le maître Philippe. Ils ne voulaient pas qu'il expose tous les faits dans toute la lumière. Voilà, donc ce combat n'est pas terminé. Visiblement, nous leur avons porté un coup avec l'aide de Dieu aujourd'hui. Il ne faut pas en rester là. Je vous souhaite à tous de continuer. Merci, bravo. Merci, bravo. Philippe, tu veux rajouter quelque chose ? Peut-être est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait intervenir, oui, que j'aurais pu oublier. Toi, tu as quelques mots à dire. Au nom de la résistance, puisqu'on était très rapidement... Attends, 30 secondes. Mets-toi face aux caméras. Et puisqu'on était au remerciement, déjà, merci à tous ceux qui sont présents. La résistance, très souvent invoquée, elle est de plus en plus indispensable. Et au niveau des remerciements, on va remercier une nouvelle fois le sénateur Alain Richard, de ces avertissements pour nous permettre un éclairage sur cette organisation douteuse. Ça va nous permettre d'avoir l'iris à l'œil. C'est quelque chose d'important
de rester engagés, convaincus qu'il nous est possible de faire autrement par le biais de notre solidarité. Nous sommes tous concernés par tout ce qui se passe, quels que soient les domaines et les secteurs dans lesquels nous agissons, en particulier les gardiens de la paix qui se soumettent à des puissances malheureusement malheureuses. On parlait tout à l'heure des puissances du mal. Nous sommes là pour le bien commun. Merci à vous tous. Et alors merci aussi à tous les résistants. On a vu Thierry qui a dépassé les bornes pour aller au-delà des balises imposées par un système antidémocratique. Jade qui jette des galets dans la mare d'immondices des puissants qui gouvernent et qui imposent par le jeu de leurs relations, de leurs influences, d'une mafia de corruption. Il est temps de mettre un terme à la corruption de l'injustice régnante et que nous ouvrions vers une véritable justice. Merci à vous tous. Merci. Valérie, je crois que... Véro, pardonne-moi. Véronique, quelques instants. Alors, aujourd'hui, je pense que... Vas-y. Et puis après, je passe le micro à Philippe. Aujourd'hui, nous sommes des personnes très éveillées. Je crois que tout ce que nous avons pu faire et subir, peut-être en tant que victime, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est magique, c'est la technologie. Internet nous a permis de nous retrouver mondialement. Donc, la Guadeloupe, merci. Et mondialement, nous sommes le troisième œil, n'hésitons pas. L'œil divin, nous allons l'obtenir. Thierry, ta maman, quel beau garçon elle a fait de toi. Vraiment, merci pour elle, parce qu'il y a tellement de mamans qui ne peuvent pas avoir de fils et de filles. Aller jusque-là, 18 ans. Bravo pour elle, bravo pour tous ces enfants. Parce que nous le devons aujourd'hui tous, être debout pour nous et la future génération. Nous avons la vérité, nous savons. Donc nous devons, et nous pouvons le faire. Nous avons toutes les solutions. Voilà, merci maître. Voilà. Philippe, et on termine. Alors, je m'excuse de ce que, à la limite, peut-être de manque de liberté dans la mesure où je vais le dire, et c'est personnel, mais dans le prolongement de ce que j'ai entendu, je vous allais dire une chose. Il y a quelque temps, j'ai créé une association, on dit que 2 personnes. J'avais cité une prière de la Vierge aux anges. Et on a été interdit de s'y réunir. Il y avait que ma femme et moi dans cette association, qui s'appelait le gouvernement provisoire de la monarchie française. Et on a été confirmé par la cour d'appel, interdiction de réunion des membres, et avec ma femme et moi, expulsion de locaux. Il se trouve que, en latin, pater is est que nuptiae demonstrante, j'étais responsable d'avoir couché avec ma femme parce qu'on a eu un bébé dans cette période d'interdiction. Ça, c'est de l'humour. Mais surtout, c'est que la Cour de cassation nous a donné raison. Le 2 octobre 2007, le jour de la fête des anges gardiens que j'avais invoqué. Or, je remarque que la date du délibéré d'aujourd'hui, ça n'engage que moi, vous me pardonnez. C'est le 2 octobre, fête des anges gardiens. Et je regarde sur Internet, grâce à la technique, je vois que le 11 octobre, l'audience citation directe, c'est la fête... Hein? Le 12 septembre, c'est Naya. Oui, mais le 11 octobre, il y en a eu 11 octobre. Le 11 octobre, c'est la fête de la maternité divine de la Vierge. Chacun qui pense ce qu'il veut, moi je pense quelque chose. Voilà. C'est personnel. Merci. Mais bon, ok, je coupe. Non, Thierry. Ouais, Thierry, je veux dire 2 mots. Ah oui, alors, Thierry, bon, vraiment 2 mots. Alors, vraiment 2 mots, c'est juste pour terminer. C'est juste pour dire que moi j'ai juste des frissons ici. Parce que, en fait, quand on rentre dans un tribunal, d'une manière générale, c'est glacial. C'est glacial parce qu'il règne une ambiance qui est nauséabonde. Pardon. Et ici, moi, j'ai retrouvé quelque chose de... J'ai les larmes aux yeux. Franchement, il y a une force ici. Il y a une vraie force. Il y a des gens d'une qualité
d'une qualité exceptionnelle et j'ai l'impression d'être sur une autre planète là tout de suite. Et je pense qu'on est débattant et qu'il va vraiment se passer des choses. Merci. Et merci à tous ceux qui ont combattu aujourd'hui parce que franchement, moi j'ai des frissons. Je ne sais pas comment vous ressentez la chose. Il se passe quelque chose. Merci, bravo. Merci. Pareil. Merci à tous. Merci. Ok, on coupe.